7h36, bonjour Adrien Gindre. Oui, ça. Votre invitée ce matin, Elisabeth Borne, députée du Calvados et ancienne Première ministre. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. La France n'a toujours pas de budget, mais on approche peut-être du dénouement puisqu'un conseil des ministres doit avoir lieu cet après-midi. On sent quand même que l'impatience continue de monter et se fait sentir. Hier, le chef de votre parti, Renaissance, dans le Parisien, Gabriel Attal, disait « Il est temps d'en finir avec ce budget ». Est-ce que c'est une impatience que vous partagez ? Écoutez, ça fait maintenant des semaines qu'on s'enlise dans des débats au Parlement. Donc je pense qu'effectivement, il faut conclure, adopter un budget et puis passer à l'action. Parce qu'on voit la situation internationale, c'est impératif de pouvoir donner des moyens supplémentaires à nos armées. Puis moi, les Français avec lesquels je discute, les chefs d'entreprise, les associations, les élus locaux, veulent avoir de la visibilité sur ce qui va se passer cette année. Alors on a quand même toujours une interrogation sur la méthode. On sait qu'il n'y aura pas de majorité pour voter ce budget en bonne et due forme à l'Assemblée. Mais alors 49.3 ou ordonnance, le suspense continue de planer. Est-ce que vous avez une préférence entre les deux ? Enfin, je pense que ce qui est intéressant, c'est que finalement, Sébastien Lecornu, il a fait la démonstration que malgré tous les efforts qu'il a pu faire, malgré les concessions importantes qui ont été acceptées par les députés qui soutiennent le gouvernement, il n'y a pas de chemin pour faire voter un budget dans l'Assemblée telle qu'elle est composée aujourd'hui. Donc, soit, effectivement, on peut avoir une majorité de députés, plus de députés qui votent le budget que de députés qui votent contre. Là, ce ne sera pas le cas. Ça n'est pas le cas et ça n'est pas une surprise. Je pense que c'est un constat qu'on aurait pu faire. Vous, dès le 15 décembre, je rappelle, vous disiez, le 15 décembre, on ne doit pas se priver du 49.3. C'était il y a plus d'un mois. Que de temps perdu. Comment explique-t-on qu'un mois après, on en soit encore à ce que vous proposiez, vous, il y a un mois ? Enfin, moi, je pense que, vous savez, voter un budget, c'est exprimer son soutien au gouvernement. Donc il n'y a qu'à regarder la composition de l'Assemblée nationale pour se dire qu'il n'y a pas une majorité de députés qui soutiennent le gouvernement. Donc c'était inutile de chercher une majorité. Sébastien Lecornu s'est trompé de méthode. Je ne sais pas si c'est trompé de méthode, mais en tout cas, c'était à peu près écrit qu'il n'y aurait pas de majorité pour voter un budget. Donc, à défaut, il y a une autre méthode qui consiste à avoir moins de députés qui votent la censure que de députés qui s'abstiennent. Ça veut dire qu'on engage la responsabilité du gouvernement. C'est le 49.3. Il y a bien un vote, mais un vote pour censurer ou ne pas censurer le gouvernement. Puis, vous l'avez dit, il y a l'hypothèse des ordonnances. Donc là, c'est le gouvernement tout seul qui qui détermine le budget sans avoir de vote. Moi, il me semble que ce serait assez paradoxal, au motif que le 49.3 ne serait pas démocratique, de passer par une méthode où on tient à l'écart le Parlement et c'est le gouvernement qui agit seul. Donc à choisir, mieux vaut le 49.3 entre deux mots. Le 49.3 est peut-être le moins pire des deux. Ça me paraît effectivement le moins pire. Vous le disiez, Sébastien Lecornu a fait toute une série de concessions, notamment pour obtenir l'assentiment des socialistes. Alors des concessions qui vont bénéficier à certains Français, mais qui vont aussi coûter de l'argent. C'est le cas des repas universitaires à 1 €, la prime d'activité qui va être revalorisée de 50 € en moyenne. La liste est assez longue. Où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent pour compenser ? Bruno Retailleau, le président des Républicains, hier, au micro de Frédéric Delpech pour TF1 LC, disait son inquiétude. Le Premier ministre a présenté ce qui était sucré. J'attends moi la facture. J'aimerais pas que la facture, ce soit une fois de plus nos entrepreneurs qui la payent. La facture pour nos entrepreneurs, est-ce que vous le redoutez ? Est-ce que vous le contestez même ? Ou est-ce que vous dites, au nom du compromis, les entreprises, elles aussi, vont devoir faire un effort et un gros effort quand on écoutait encore Olivier Faure ce week-end ? Alors effectivement, le Premier ministre, pour l'instant, il a annoncé des dépenses nouvelles qui vont dans le bon sens quand il s'agit d'encourager le travail. Il a aussi dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts pour les ménages. Donc évidemment, tout le monde s'en réjouit. Toute la question, c'est comment on tient un déficit à moins de 5%. Et donc, je pense que c'est maintenant à Sébastien Lecornu de nous expliquer comment cette équation peut boucler, sachant que ce n'est pas juste une idée fixe de se dire qu'il faut que le déficit soit en dessous de 5% et puis qu'on tienne aussi une trajectoire de réduction des déficits et de la dette au-delà. Si on ne le fait pas, en fait, on se prive de toutes les marges de manœuvre nécessaires pour investir et finalement pour renforcer notre pays dans une compétition qui est de plus en plus féroce. Mais pour tenir ce déficit, les socialistes, eux, ils ont des idées. Olivier Faure dit 8 milliards de surtaxe d'impôts sur les sociétés. Encore ce matin dans le Parisien, Boris Vallaud, qui préside le groupe des députés PS à l'Assemblée, demande des assurances sur l'impôt sur la fortune immobilière, la taxation des holdings. Est-ce que tout ça, vous l'accepterez sans difficulté ? Je pense qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, il faut en sortir de ce budget. Après,
il faut aussi être attentif aux mesures qui concernent les entreprises, aux impôts supplémentaires, parce que imposer de nouvelles taxes aux entreprises, c'est aussi décourager l'activité, décourager l'emploi, et donc ça n'est pas bon pour notre pays. Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant que parlementaire de la majorité, de ceux qui soutiennent le gouvernement, vous avez le sentiment qu'il y a une méthode et un cap qui sont clairs pour le pays et pour la suite ? Écoutez, je pense que Sébastien Lecornu, il cherche maintenant à faire adopter un budget. Ça fait plusieurs mois que ça dure. Il faut qu'on dépasse maintenant cette période et qu'on passe à autre chose parce qu'il y a aussi besoin d'agir. Je le disais, maintenant, il faut qu'on puisse investir pour nos armées, investir dans notre recherche, pour notre innovation, pour que notre pays soit en situation d'affronter le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde très, très compétitif dans lequel on a besoin de pouvoir développer nos entreprises, de pouvoir développer nos emplois, d'accompagner les jeunes aussi pour qu'ils puissent trouver un emploi. Donc il faut passer à autre chose. Mais on a peu entendu en longueur le président et le Premier ministre ces dernières semaines. Il y a eu quelques déclarations, il n'y a jamais de grande explication aux Français. Est-ce que ça manque de votre point de vue aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut une sorte de discours, de la méthode, de l'ambition qui viennent du président ou du Premier ministre pour qu'on y voit clair, qu'on comprenne ce qui se passe ? Alors moi je l'avais dit, si j'ai aussi pas souhaité rester au sein du gouvernement, c'est parce que je ne sais pas exactement quel est le cap. Donc je pense que c'est important qu'une fois cet épisode passé, on puisse se projeter vers l'avenir et savoir où va notre pays. L'avenir, ce sera dans un peu plus d'un an maintenant aussi la présidentielle 2027. Alors François Hollande, l'ancien chef de l'État, disait ce week-end que lui, il voyait Sébastien Lecornu possiblement rester à Matignon jusque-là si le budget passait. Une fois qu'on en sera au moment des candidatures, vous pourriez, vous, être candidate à cette présidentielle, vous y réfléchissez ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je trouve que ce débat présidentiel, il a démarré beaucoup trop tôt, que chacun est dans son aventure souvent très personnelle et que ça nuit à la capacité qu'on a d'agir maintenant pour notre pays et y compris de parler ensemble pour préparer l'avenir. Et par ailleurs, si on a une multiplicité de candidatures, on voit où ça nous mène. Ça nous mène à un risque d'avoir un second tour entre la France insoumise et le Rassemblement national. Et ça, clairement, moi, je ne souhaite pas qu'on se retrouve dans cette situation. Donc, à un moment donné, chacun doit un peu arrêter de penser à ses propres ambitions. On doit être capable de se parler. Moi, je crois à ce qui a été porté en 2017, c'est-à-dire la capacité à rassembler du centre-gauche à la droite modérée. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra agir dans l'intérêt de notre pays. Et vous feriez quoi dans ce cas de figure LFI, RN au deuxième tour, vous feriez quoi, vous ? Moi, je ne souhaite pas me placer dans cette hypothèse, mais ça suppose aussi que chacun pense un peu moins à son aventure personnelle et qu'on puisse se parler. Moi, je parle à tout le monde et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse à la façon dont on peut se rassembler pour ne pas se retrouver dans cette alternative. Mais quand vous dites que chacun arrête de penser à sa personne, Gabriel Attal, le chef de votre parti Renaissance, lui, il est déjà prélancé. Ce n'est pas le candidat naturel de votre famille politique. Vous savez, il y a beaucoup de candidats naturels. Donc, à un moment donné, il va falloir que tous ces candidats naturels se parlent. Rapidement. Rapidement. Merci beaucoup, Elisabeth Borne.